Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Allons-nous vers la fin du gratuit dans l'open source et Linux? De plus en plus, et de toute façon, souvent je disais, ouais, ce qui est bien, Linux c'est gratuit, il y a des logiciels gratuits. Souvent on me disait, open source, Linux ne veut pas forcément dire gratuit. Mais alors, il y a un truc qui m'a mis aussi un petit peu la puce à l'oreille, c'est qu'il y a de plus en plus d'articles et autres qui sont en train de nous dire que l'open source ne peut pas continuer comme ça et que forcément, ça va aller petit à petit vers un modèle payant. Surtout dans la conjoncture actuelle des choses, où l'on dit que tout travail mérite salaire et que parfois même le travail, eh bien, donc en fait, est plus important que le salaire qu'on propose en contrepartie. Alors, l'open source et Linux sont des mouvements qui ont révolutionné l'informatique. Je veux dire ce qui est. Tout en étant, même en restant modeste, on peut dire Linux, donc et l'open source, a révolutionné l'informatique. Pourquoi? Parce qu'ils ont rendu le code source des logiciels accessible à tous. Ils ont permis à des devs, des développeurs du monde entier de collaborer et de créer des logiciels de grande qualité, gratuits et libres. C'est quand même sympathique. Cependant, ces dernières années, on observe une tendance à la monétisation de l'open source. De plus en plus de projets open source proposent des services ou des fonctionnalités payantes. Et certains sont même devenus des logiciels commerciaux. C'est-à-dire, au départ, ils étaient open source, et puis ils ont vu que ça marchait et tout ça, ils sont devenus payants, et après carrément commerciaux, avec le code source plus accessible, plus modifiable, pas redistribuable. Cette tendance est due à plusieurs facteurs que nous allons essayer de voir là maintenant. Notamment la croissance de l'économie du cloud, qui nécessite des logiciels plus complexes et plus coûteux à développer et à maintenir. L'évolution aussi des besoins des entreprises, qui recherchent des logiciels plus adaptés à leurs besoins spécifiques. L'émergence de nouveaux modèles économiques tels que le premium, qui permettent de monétiser des logiciels gratuits à des services ou des fonctionnalités payantes. C'est-à-dire vous avez une base qui est gratuite, et là, eh bien on vous dit « Ah, tu veux telle fonction qui te ferait vraiment plaisir ?» Ben, il faut la payer. Voilà. Vous avez ça, par exemple, dans DaVinci Resolve. Vous avez une base gratuite assez sympa, mais vous avez des fonctions qui, pour moi, je trouve très intéressantes, mais qui ne sont accessibles que sur la version payante, qui vaut quand même, je crois, 300 €. Si mes souvenirs sont bons. Donc, ou alors, si vous achetez des périphériques hors de prix de chez Monsieur DaVinci Resolve, vous pouvez accéder à une licence, donc en fait, et avoir la version pro de DaVinci. Vous avez par exemple Clipchamp. Clipchamp qui est le logiciel donc censé remplacer donc l'ancien, je sais plus comment là, de chez Monsieur Microsoft pour faire du montage vidéo. Et vous avez une version normale, mais si vous voulez des petites fonctions en plus, eh bien il faut payer. Vous avez CapCut aussi, par exemple, qui a des fonctions standards, même certaines assez évoluées, comme supprimer l'arrière-plan d'une vidéo. Mais si vous voulez des recadrages un peu spécifiques, des trucs d'amélioration de la vidéo et tout encore plus chiadés, il faut payer. Voilà. Donc, vous voyez, puis même, on le voit chez Monsieur Android, vous avez des logiciels comme ça, vous avez la version normale, et si vous voulez accéder à des versions un peu plus avancées du logiciel, il faut payer la version payante, tout simplement. Cette évolution pose la question de l'avenir du gratuit dans l'open source et Linux. Certains craignent que la monétisation ne conduise à une fragmentation du mouvement, avec des projets qui ne sont accessibles qu'à ceux qui peuvent payer. D'autres estiment que la monétisation est nécessaire
pour assurer la pérennité des projets open source et pour permettre leur développement et leur maintenance. Alors, il y en a qui vont dire, on s'en fout. Il y aura des distributions, par exemple Linux payantes et d'autres gratuites. Ça ne marche pas comme ça. Une distribution Linux, c'est un puzzle. Et dans ce puzzle, vous avez tout un tas de fonctions à droite et gauche pour que votre distribution peut fonctionner. Mais si, par exemple, tous les DE sont payants, vous voyez par là les environnements de bureau, et qu'il faut payer 1 euro, par exemple, si votre distribution utilise KDE, 1 euro si votre distribution utilise GNOME, 2 euros si elle utilise voilà, autre chose, eh bien, soit le gars va payer un forfait pour pouvoir vous distribuer gratuitement donc sa distribution, mais lui va payer un forfait à KDE, par exemple, ou à GNOME, par exemple. Et donc, l'un à l'autre, économiquement parlant, c'est pas viable. Voilà, il ne va pas payer pour rendre accessible quelque chose gratuit aux autres. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Noël, c'est pas tous les jours. C'est le 25 décembre. Et encore, j'espère que vous y croyez pas au Père Noël. Voilà. Donc, c'est vrai que on risque petit à petit, peut-être, d'aller vers donc quelque chose de payant. Alors, moi j'ai toujours dit, je voudrais bien payer pour une distribution Linux, il n'y a pas de souci, tant que ça reste bien sûr du raisonnable, mais aussi que ça fonctionne. Et ça permettrait peut-être d'épurer ce monde, cette jungle de distribution que vous avez chez Monsieur Linux, qui ne sert à rien. Et ça pourrait peut-être permettre, eh bien, de diminuer drastiquement le nombre de distributions et que toute cette force de dev et tout se concentre que sur un minimum de distributions pour faire un produit super qualitatif. Parce que quand vous savez qu'il y a certaines choses qui fonctionnent sur une distribution mais qui ne fonctionnent pas sur l'autre, et des ci et des là, c'est chiant. Si on avait quelques distributions où tout fonctionnait, ça serait déjà pas mal. Voilà. Donc, un bien ou un mal, le poids de la balance. Après, il est vrai que surtout dans l'économie actuelle des choses, la crise économique actuelle, même 30, 50 euros pour accéder à une distribution, pour certains, ça ne le fait pas. Et c'est vrai que, voilà, jusqu'à présent, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un Windows, vous n'avez pas les moyens de vous acheter un Mac, ben, vous pouvez utiliser Linux qui est gratuit. Donc, c'était la bonne alternative à ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour accéder au monde de l'informatique. Et on le rend payant même ça, c'est dommage. Parce que ça veut dire que tu veux accéder au monde de l'informatique, vous voulez accéder à Internet, à un ordinateur, il faut payer. Ça, c'est dommage. Puis fini toutes ces sociétés, associations plutôt, qui proposaient à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir, excusez-moi, de pouvoir utiliser, décidément, de pouvoir utiliser donc des vieux ordinateurs ou des ordinateurs un peu moins récents que les autres, mais pouvoir les proposer à des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent avec un OS qui s'appelle Linux et qui permettra, sans licence, sans rien, de pouvoir utiliser ce matériel. Les avantages de la monétisation. La monétisation de l'open source présente plusieurs avantages. Elle permet notamment de rémunérer les développeurs qui travaillent sur les projets open source. Après, on peut le concevoir. Un développeur qui donne de son temps, parfois même de son argent, pour créer un projet open source, ça serait sympa que, derrière ce travail de titan, il y ait une rémunération. À l'heure actuelle, les plus grandes DE, comme KDE, comme GNOME par exemple, eh bien, il y a des dons qui sont faits et qui permettent de rémunérer les devs.
Voilà, parce qu'il faut financer les coûts de développement et de maintenance des projets. Parce que c'est bien joli de créer un projet. Ok, vous créez un projet open source et tout, vous êtes content et tout, mais vous n'allez pas le lâcher dans la nature et vous barrer. Il faut le maintenir. Il faut le maintenir par rapport à l'évolution de Linux, par exemple. Si c'est une distribution Linux ou si c'est un logiciel. Voilà, il faut le maintenir pour qu'il assure toutes les nouvelles versions des distributions, du noyau, etc. Donc, tout ça a un coût. De proposer des services ou des fonctionnalités supplémentaires qui ne seraient pas possibles sans monétisation. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ou à la limite, vous avez un Linux de base, et si vous voulez accéder à des fonctions bien définies, eh bien, il faut payer. À l'époque, je crois que c'était Mandrake ou Mandriva ou un truc comme ça, vous aviez la distribution, mais si vous vouliez tous les codecs multimédia qui vous permettaient d'accéder à certaines vidéos et tout ça, etc., de relire certaines vidéos, de compresser dans certains formats, eh bien, il fallait acheter le Power Pack, qu'ils appelaient à l'époque, qui valait, donc, je crois, 50 francs de l'époque, et qui vous permettait d'accéder, donc, en fait, à ça. Vous avez aussi Zorin OS, où vous avez, donc, des thèmes à disposition du bureau et tout automatique, et certains thèmes un peu plus chiadés, un peu plus jolis, de disposition du bureau, eh bien, donc, il faut les payer. Si vous voulez accéder à ces thèmes, il faut payer. Voilà. Ou alors, vous avez aussi Elementary OS, qui avait fait un truc, un magasin de logiciels, où vous pouvez donner le prix que vous voulez à certains logiciels pour aider les développeurs. Par exemple, VLC vous plaît bien, ben vous dites, tiens, ben allez hop, je vais lâcher 2 euros, 3 euros, 10 euros à VLC. Voilà. Donc, après, c'était bien sûr redistribué donc aux développeurs des différents logiciels. Vous voyez, il y a déjà eu des choses. Il y a déjà eu des trucs. Vous avez Red Hat. Bon, Red Hat, c'est pas pareil, c'est professionnel. Je dirais que vous payez plus la maintenance derrière, le service après-vente, je dirais, que la distribution. Mais vous voyez, il y a des choses dans l'open source déjà payantes. Il y a Nero, logiciel commercial, qui à un moment donné, voulu rentrer chez Monsieur Linux en disant, bah, il vous plaît mon logiciel de gravage qui existe, de gravure, de gravage, de CD, DVD, tout ce qui s'ensuit, qui existe sur Windows et Mac, bah écoutez, moi je vous propose aussi en version Linux. Bon, ça n'a pas marché, parce qu'il fallait le payer. Voilà, donc je vous dis, par exemple, voilà le projet Red Hat Linux, qui est l'un des principaux fournisseurs de distribution Linux commerciale, propose une gamme complète de services et de fonctionnalités supplémentaires, tels que le support technique, tels que la sécurité et la gestion des systèmes. Ces services permettent à Red Hat de générer des revenus et de financer le développement et la maintenance de Red Hat Linux. Sachez, j'ai quand même pas mal répété sur cette chaîne, sachez que Fedora est l'atelier d'expérimentation, entre guillemets, de Red Hat. C'est-à-dire que Fedora enclenche toutes les dernières nouveautés, les dernières technologies et tout, et quand ils voient que ça fonctionne bien, que tout va bien, qu'il n'y a pas de bug, ils implémentent ça petit à petit dans Red Hat. Voilà. Donc Fedora, Red Hat, même combat. Les inconvénients de la monétisation. La monétisation de l'open source présente également des inconvénients. Notamment, elle peut conduire à une fragmentation du mouvement, avec des projets qui ne seront accessibles qu'à ceux qui peuvent payer. Voilà, c'est ça le gros problème aussi. C'est-à-dire que si vous rendez tout payant, forcément certains n'y accéderont pas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ne serait-ce que 50 € pour une distribution. Voilà. Surtout ceux qui ont déjà, comment vous expliquer ça, du matériel déjà assez vieillot, qui n'ont pas les moyens de le renouveler, et qui ont encore moins les moyens de payer une distribution Linux. Elles peuvent rendre les logiciels open source moins accessibles aux petites entreprises et surtout aux particuliers. Voilà. Moi, combien de photos
m'ont dit, c'est mets-moi Linux parce que tout est gratuit, il n'y a pas besoin de mettre des licences, d'aller chercher des cracks sur le net. Chut, faut pas le dire. Voilà et tout. Elle peut nuire à l'éthique du logiciel libre, la monétisation, qui repose sur le principe de la gratuité et de la libre distribution. L'éthique du logiciel libre, on m'a toujours dit, le libre, l'open source, c'est pas gratuit. Mais l'éthique fait que, voilà, on propose gratuitement et on le distribue librement. Donc en fait, les logiciels, les distributions Linux, les projets, tout, etc. pour justement bien faciliter la technologie de l'informatique à tout le monde. Voilà. C'est vrai que ça part d'un bon sentiment. On dit aussi Linux et le partage et tout ça. Imaginez-vous, vous avez un logiciel, vous y connaissez, vous êtes dev, et ce logiciel, on va prendre n'importe lequel, je sais pas moi, par exemple, un logiciel X. Et vous prenez ce logiciel X, il y a quelque chose qui ne vous va pas. Eh bien, vous le modifiez parce que vous avez le code source. Et après, vous pouvez le redistribuer sur la même licence, c'est-à-dire que tout le monde puisse en jouir sans problème. Donc, en fait, et l'utiliser à bon escient. Alors, on va prendre un autre exemple, le projet MySQL, qui était une base de données open source populaire, a été racheté par Oracle en 2010. Oracle a ensuite commencé à proposer des fonctionnalités payantes pour MySQL, ce qui a suscité des critiques de la part de certains membres de la communauté open source. L'avenir du gratuit. Ah ouais, mais ça, en parlant de ça aussi, c'est comme à l'époque, il y avait LibreOffice. Non, il y avait OpenOffice. Et OpenOffice aussi a été racheté, je crois, par Oracle. Et ils ont voulu mettre des trucs payants, c'est-à-dire toujours la base gratuite, mais avec certaines fonctionnalités payantes avancées. Et là aussi, ça a été les déboires. Et donc, ils ont sorti LibreOffice, une version complètement libre d'OpenOffice, au départ. Après, bon, ils l'ont développé et tout ça, et ça s'éloigne de plus en plus d'OpenOffice. L'avenir du gratuit, donc, dans l'open source, c'est Linux. Il est difficile de dire si la monétisation conduit à la fin du gratuit dans l'open source et Linux. Cependant, il est clair que cette tendance est en train de s'accélérer. Et oui, parce que tout travail, malgré tout, mérite salaire. Mettez-vous à la place des devs qui se cassent les robignoles pour vous faire des super logiciels, mais qui en tirent rien. Juste la satisfaction de dire « Je suis monsieur Antel qui a créé ce logiciel que beaucoup de monde utilise sur Linux, mais qu'est-ce que ça lui rapporte? Dans une conjoncture actuelle où tout est cher, le cloud, les services et tout, ben, le gars, il se dit, c'est bien joli, je passe énormément de temps à faire ça, mais qu'est-ce que ça me rapporte? Voilà. Les projets open source qui souhaitent rester gratuits trouveront des moyens de financer leur développement et leur maintenance sans avoir recours à la monétisation. Cela pourrait passer par le développement de nouveaux modèles économiques tels que le crowdfunding ou le mécénat. Alors, je sais que PTV avait reçu à un moment donné une belle somme d'argent pour continuer à être développé. Je sais qu'Elementary OS, le gars d'Elementary OS avait aussi reçu une belle somme d'argent d'un donateur pour qu'il continue à développer sa distribution Linux. Voilà, ça peut être un plan comme ça de financement, mais je pense que les distributions qui voudront utiliser des gros DE comme KDE et GNOME, il faudra qu'ils payent. Ils ne pourront pas faire une distribution gratuite. Ou alors, il faudra se basculer sur des trucs tels Elementary OS, Mate ou des trucs comme ça, peut-être des trucs qui resteront encore gratuits. Enfin, l'avenir nous le dira de tout ça, quoi, en fait. Il est également possible que la monétisation de l'open source se concentre sur des services ou des fonctionnalités spécifiques. À la limite aussi, une base avec des services de base, des fonctionnalités de base, et si vous voulez des fonctionnalités un peu plus avancées, il faut les payer et vous les débloquez. À la limite, moyennant quelques euros pour débloquer
certaines fonctionnalités. Et à la limite, eh bien, donc, plus vous allez débloquer de fonctionnalités, plus vous allez payer des euros. C'est possible aussi. Mais vous aurez toujours une base gratuite. C'est possible aussi, qui sera suffisante pour pas mal de personnes qui veulent juste surfer, checker les mails, faire un peu de retouche photo. Voilà quoi. Mais les personnes un peu plus avancées seront obligées de payer pour accéder justement à ces fonctionnalités avancées. Cela permet donc de rendre les logiciels open source accessibles donc, au plus grand nombre, tout en permettant aux développeurs de gagner de l'argent. C'est ce que je vous ai dit. Voilà. Les fonctions de base, comme ça tout le monde peut utiliser, et les fonctions un peu spécifiques, que forcément l'utilisateur lambda ne va pas utiliser, ben là il faudra les payer. Donc ça permettra aux développeurs de gagner un peu d'argent. Quoi qu'il en soit, l'avenir du gratuit dans l'open source et Linux est incertain. Cependant, il est clair que cette question est fondamentale pour l'avenir de ces mouvements. Et c'est ce que nous verrons dans les prochaines années, comment, si économiquement c'est toujours aussi viable, parce que je dirais que s'ils ont toujours autant de donateurs, si la Fondation Linux rétribue bien tous les développeurs en fonction de ce qu'ils font, pourquoi pas? Ça peut continuer à fonctionner comme ça. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup aussi de devs complètement indépendants qui font leur truc dans leur coin et qui, eux aussi, aimeraient toucher un petit peu, voilà, avoir un petit peu du gâteau, comme on dit si bien. Et peut-être qu'ils en ont aussi un petit peu marre, après le boulot, d'aller sur leur ordinateur et de passer des heures et des heures au lieu de les passer avec peut-être leur famille, leurs amis, de les passer sur l'ordinateur pour coder pour rien. Voilà, tout simplement. Et vous? Vous en pensez quoi de tout ça? Allez, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo rubrique de sur Actualia. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça nous permet de nous encourager. N'oubliez pas notre challenge, c'est d'avoir 1500 abonnés pour être mieux mis en avant par Monsieur YouTube d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. Je compte sur vous. Ciao, ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.